test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Quel bonheur sous la chaleur. Comment il va, mon copain? Caniculaire, hein, ce podcast. C'est un truc de malade. Ouais. J'ai fait un truc pas écolo, mec. D'ailleurs, faut que je me confesse. Qu'est-ce que ça fait? Non, j'étais en train de... Tu vois, j'étais au CrossFit ce matin et en rentrant, hier, il y avait 31 degrés dans la maison, qui pourtant est une maison isolée vraiment correctement. J'ai tout refait comme il faut. Et j'ai appelé mon plombier favori pour qu'il m'installe une climatisation. Voilà, dans la maison? Ouais. Comme c'est fait, ma maison est pas immense et je peux la mettre dans la cuisine et ça crache dans le couloir. Une seule, tu vois, un seul groupe. Et déjà, au moins que déjà dans le salon, et tu sais, ça aille un peu dans les chambres. Mais là, c'est le feu, quoi. C'est de la folie. Je sais pas chez toi comment c'est, mais moi, c'est vraiment une fournaise. Si, mais même moi en voiture, tu vois, j'essaie de la mettre le moins possible. Donc, effectivement, je suis pas prêt de la mettre à la maison. Tu vois, on roule fenêtre ouverte, même quand il fait 34. Après, quand on est sur autoroute, bien évidemment. Mais j'essaie de la mettre le moins possible. Donc, à la maison, je la mettrai pas. Mais c'est sûr c'est sûr qu'il fait chaud. Après, tu vois, on ferme les volets, machin. Là, j'ai ouvert derrière moi pour. Moi, on se voit. On vit dans le noir, quoi. Mais bon. Mais ouais. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment ouf. Mais écoute, moi, je préfère. Après, on va pas se plaindre. Hein. C'est trop bien quand même, tu vois. Franchement. Tu vois, il fait beau, ça te met le mojo direct le matin. Enfin, moi, j'aime carrément. Bien. Et puis, tu vois, rien que le fait que tu te lèves le matin, il fait jour. Le soir, tu profites tard des journées. C'est vraiment trop bien, quoi. Et mais après, voilà, c'est aussi chaud et je me suis rendu compte que, tu vois, j'arrivais pas à travailler autant que je veux avec cette chaleur aussi. Ça je sais pas si tu le ressens, toi, mais non, parce que je crève de chaud pour bosser. Ça me met vraiment la patate, tu vois. Moi, ça me dynamise, quoi. Après, je comprends ce que tu veux dire. Quand il fait 38, t'es amorphe, mais non, je trouve que je sais pas, c'est peut-être la vitamine D, ça me. Ouais. Moi, vraiment, après, ça ou me alors, chauffe, tu vois, quoi. J'aime beaucoup ce temps. Je pense que, en tout cas, tu vois, cet après-midi, là, il y a Ben qui vient bosser à la maison. On va se mettre dehors sur la terrasse, sous le parasol. Ah oui, mais là. T'es mieux que à l'intérieur, dans la fournaise, quoi. Enfin, si t'as un peu de vent. Si t'as un peu de vent, ouais. Ouais, parce que c'est ça, quoi. Bref, voilà. C'était le podcast oui, météo. C'était le point météo, climatisation. Mais non, tout roule, quoi. C'est top. On a passé un bon week-end. T'as passé un bon week-end aussi. On est lundi pour le coup. Ah oui, ouais, tout à fait. Ah oui, parce que ça sort vendredi, mais on enregistre lundi. Ouais, j'ai passé un excellent week-end de fête des papas, tu vois. Écoute, une belle fête des papas. Donc c'était très très cool. Non, super week-end. Eh ben écoute, impec. J'ai vu Jurassic Park 6 au cinéma. Ah ouais, putain, le ciné. Mes filles, elles adorent le ciné et elles aiment bien Jurassic Park. Et franchement, c'est inépuisable. Je pense qu'ils en feront 20. C'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil. Sauf que on a pris l'habitude de voir des dinosaures, tu vois. Dans le premier, c'était le feu, c'était incroyable. Jamais ça n'a été fait. Là, et en plus, il y en a des fois en gros plan, tu vois que c'est des marionnettes, quoi. C'est un peu éclaté. Mais on a rigolé. Ouais, j'ai pas trouvé. Enfin, avec pas de les scénario budgets qu'ils y balancent. Hallucinant. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Non, je pensais que c'était. Pour être tout à fait honnête, j'en ai jamais vu un. Donc Sérieux, t'as même pas vu le premier? J'en ai jamais vu un. Mais attends, la dernière fois que je suis allé au cinéma, en vrai de vrai, l'année il y a 9 ans, elle en avait 4, il y a 5 ans. Voilà. Mais non, gros, t'es pas allé au cinéma depuis 5 ans. Mais j'ai pas besoin d'aller au cinéma, j'ai le cinéma à la maison. Enfin, j'ai pas le vidéoprojecteur, mais non, vraiment, j'y vais jamais. Mais en plus, tu vois, c'est pas un truc qui me vient à l'idée. Vraiment, quand on en parle là, tu vois, des fois, je me dis on devrait y aller, mais on n'y va jamais en fait. Ouais. Non, mais c'est même pas. J'y vais super. Ça vaut une blinde, mais c'est même pas l'histoire du prix, tu vois. C'est juste que ça me vient pas à l'idée, quoi. Et par contre, oui, on a visité Châteauroux, on a visité. On était à la Châteauroux hier. Châteauroux.
Et bah bon, c'est une ville de province où il y a rien, quoi. Mais comme plein d'autres villes de province. Est-ce qu'il y a de l'immobilier à faire à Châteauroux? Alors, je t'avoue que on est sorti de l'autoroute, on est allé au parc des expositions où je n'avais jamais fait de foire, donc je connaissais pas du tout. Okay. Et on a passé la journée sous un espèce de chapiteau bâche, enfin un peu plus qu'un chapiteau quand même, pour la petite, pour les championnats de France là. Ouais. Et donc il faisait 42 degrés dans le truc. Je t'avoue que on a juste fait aller-retour et dès qu'on a pu, on est reparti. Mais bon, on est arrivé quand même j'imagine. À 10h30 et on est reparti à 20h. Donc tu vois, ça fait une bonne grosse journée. Ouais. Mais tout le monde disait on connaît quelqu'un en fait qui y habite. Flo, qui était au Maroc, je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Et putain, il est à Châteauroux, je savais même pas. Et il me disait ouais, c'est chez moi et tout. Et il m'avait dit ouais, il y a vraiment pas grand chose. Et en fait, c'est une ville de province standard quoi. Tu vois, c'est un peu comme Limoges. Enfin non, Limoges est peut-être un peu mieux, mais tu vois, c'est une petite ville de province. Après, franchement, c'est pas moche. J'ai pas trouvé moche. J'ai pas regardé après, c'est toujours pareil. Tu vas dans la ville de quelqu'un, des fois tu trouves joli ou quoi. Après, t'as des villes qui sont vraiment magnifiques, genre Annecy, c'est, tu vois, objectivement très beau. Non, mais t'as d'autres villes après, tu les aimes parce que tu y es né. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, on est plus sur une ville claquée type Montluçon que Annecy, quoi. Oui. Tu vois, mais c'est pas non plus pire, quoi. C'est pas catastrophique, quoi. Donc après, tu peux voilà. aimer ta ville. Hein. Regarde, tous les rappeurs, ils font des chansons sur leur ville. Et des fois, c'est objectivement un peu éclaté quand même, on va pas se mentir, quoi. Ouais, si on parle de Relsan et Caen, j'ai jamais mis les pieds, mais je pense pas que ça soit super sexy Caen. Même Saint-Denis, ça doit, tu vois, ou les Ulysses, ça doit pas être incroyable, non, quoi. Pas... Bon, bref, est-ce qu'on attaque ce, c'est toi, moi, gros, hein, moi, j'attends. Hein. Bon, allez, je dis de la merde en attendant. On attaque, une petite actu. Oui. Propre à la SCI Dilan. J'ai vu ça, passer. Mais, alors, peut-être que t'es au courant, ça m'étonnerait, franchement, mais, why not? Ouais. Il y a une jurisprudence, donc je te lis l'article. Et tu me dis si t'étais au courant. Donc, les immeubles d'une SCI n'entrent pas dans la communauté de biens lors d'un divorce. Alors que, franchement, moi, je pensais que si. Mais bon, bref. Si un époux, donc, détient des parts d'une SCI, les immeubles entrés dans cette SCI n'appartiennent pas forcément à la communauté matrimoniale. Pour toi, c'était le cas ou pas? Alors, écoute. Je pensais que ces parts, elles appartenaient, pour te dire, comme des parts d'entreprise. Ouais, moi aussi, ouais. Et c'est rigolo, mais tu vois, je me rappelle quand on a fait notre première SCI, il y avait un des associés qui était déjà marié quand on a fait cette SCI et marié en communauté. Ouais. Et on a signé des papiers, il a fait signer des papiers comme quoi sa femme était exclue de l'aventure. Et ben voilà. Donc, alors, oui, en amont, tu veux dire. En amont. Ouais. Alors là, comme Benoît. Donc, je continue. Excellente vanne. Bravo. Donc, ce n'est pas parce qu'un époux détient des parts d'une société civile, donc une SCI immobilière, que les immeubles de cette SCI donc seraient entrés dans la communauté matrimoniale. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit. La Cour de cassation a écarté la demande d'une épouse qui, lors du divorce, estimait que les biens acquis par la SCI de son époux étaient de ce fait entrés dans le patrimoine de la communauté à partager. Pas de droit de propriété comme sur par les hasard, tu sais. Comme par hasard, c'est la femme qui a demandé. Quel cliché. Arrête. Donc, tu connais cette vanne ou pas? De quoi? Non, mais je savais que t'allais dire ça. Attention, elle est misogyne, mais je suis désolé. Mais on pourra l'appliquer ailleurs. Mais vas-y. Tu sais, c'est un papy, il va à Noël, tu sais, et puis pour sa fille, il va au magasin de jouets. Il dit voilà, ma petite fille pour Noël, elle m'a demandé Barbie divorcée, mais je sais pas comment ça et tout. Et là, le mec, il dit, mais vous inquiétez pas, je vais vous la donner. Et là, tu sais, il commence à mettre des cartons dans le chariot. Et ils arrivent à la caisse pour payer. Et puis, bonjour, bah voilà, ça fera 592 €. Et il dit, mais je comprends pas, moi, je voulais Barbie divorcée. Il dit, oui, mais vous avez Barbie divorcée. Et là, vous avez la maison de Ken, la voiture de Ken. C'est horrible. Ouais. Alors, elle est bien, mais c'est vraiment déconné. Elle est misogyne, c'est pour la vanne. Mesdames, vous savez que c'est pour rigoler. Hein. Mais je la connaissais pas. Donc, pas droit de propriété sur les immeubles. Donc, tout bien meublé, enfin, meuble ou immeuble, acquis durant la communauté tombe dans la communauté, soutenez l'épouse. Donc ça, c'est ce que je pensais. Mais les immeubles de la SCI n'appartiennent qu'à elle et non à ses associés.
ont rectifié les juges et le divorce. Bon, bref. Et donc, elle a pas eu le droit à la SCI et aux parts de SCI, puisqu'en fait, je pense qu'ils se sont vraiment appuyés sur le côté personne morale, en fait. Ouais, voilà, et non pas personne physique. Mais je me suis dit que c'était important, c'était important de le dire. Ouais, parce que si tu veux, tu sais, regarde Jeff Bezos quand il a divorcé, il a bien filé la moitié de l'oseille d'Amazon à sa femme. Ah, mais ils étaient associés. Oui, je crois. Alors, c'était plus compliqué que ça. Ils étaient peut-être associés, j'en sais rien. 2, on est au State, donc c'est pas, en plus, pas la même politique. Tout à fait. En France, je pense qu'on est Tiens d'ailleurs, mieux est-ce que bordé tu pour sais ça. que aux États-Unis, quand tu es en couple et que tu vis, alors dans certains États, que tu vis 6 mois avec une personne, que tu vis avec elle, t'es pas marié, Ouais. Elle peut réclamer la moitié des biens que tu possèdes, vu que tu vis avec. C'est comme un mariage. Ouais. Les États-Unis, c'est un truc de fou pour ça. Chez nous, c'est très bordé, quoi. Tu vois, quand tu dis, quand tu te maries aujourd'hui, tu peux te mettre en séparation de biens, tu peux vraiment border toutes les choses, quoi, pour pas que ça arrive, faire un contrat, tout ça. Mais en tout cas, ouais, je savais pas en SCI, tu vois, je savais pas. Bon, après, c'est jurisprudence, hein. Donc, tu vois, ça a été, je pense que, limite, on pouvait pas le savoir. Après, tu vois, pour moi, c'est vrai que la SCI, c'était vraiment éclaté. Pour moi, en fait, la SCI, c'est vraiment le pacte avec le diable, quoi. C'est-à-dire, t'es amené à payer tout au long de ta vie. Si ton associé déconne, en fait, t'es vraiment pieds et poings liés. Et au final, là, dans ce cas, pas tant que ça. Et vu que c'est vrai que je tape souvent sur la SCI, je me suis dit que ça faisait un bon point pour la SCI. Tu vois, moi, j'étais comme toi aussi quand même à taper sur la SCI et limite à pas comprendre pourquoi on en faisait. Et là aujourd'hui, on en a une où les associés, c'est plus des personnes physiques, mais c'est des personnes morales. C'est tu vois, c'est la SCI qu'on appelle qui est nos deux holdings. Ouais. Et du coup, tu retrouves. Ouais, tu retrouves de l'intérêt à avoir la SCI. Bon, t'as toujours la responsabilité illimitée, hein, quoi qu'il arrive. Mais bon, ça présente aussi plein d'autres avantages. J'en ai parlé dans les podcasts privés. Si vous voulez savoir, abonnez-vous au podcast privé. Non. D'ailleurs, j'ai pas fait la petite, le petit lancement, mais je pense qu'on peut le faire aussi une fois sur 2. Ah oui. Mais après, ça dépend. On peut le faire ici à la cool, mais sans prendre 1000 ans. Je le ferai après, mais je te laisse. Non, mais voilà. Et en gros, j'allais dire que ça présente certains avantages et effectivement, j'ai développé plus longuement dans le podcast privé, mais notamment le fait de pouvoir faire de la LCD en SCI quand les associés sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales. Donc la SCI retrouve un peu grâce à nos yeux et un peu plus de sens, effectivement. Alors attends, avant de faire notre petite intro, du coup, très très bonne transition, puisque je veux te parler en fait d'Airbnb. Ah. Au Pays Basque, donc l'article, hein, le titre de l'article, c'est ces habitants du Pays Basque en colère après la suspension d'une réglementation anti-Airbnb. Et en fait, c'est vrai que Airbnb, en fait, c'est un peu les feux de l'amour. C'est-à-dire que région par région, et de plus en plus, c'est surtout ça que je veux dire. Je reçois plein de messages où on me dit, oui, dans telle commune, est-ce que je peux faire du Airbnb et tout? Et franchement, il y a 2 ans et demi de ça, t'arrivais sans te tromper à dire, attention, là, t'as une surcompensation. Et là, pas du tout, tu peux y aller, vas-y, tout feu, tout flamme. Et tu pouvais pas trop te tromper puisque en gros c'était Paris, Bordeaux, Lyon, voilà, des très grosses villes. Là maintenant c'est un peu partout et en plus d'un mois à l'autre en fait maintenant ça évolue. C'est-à-dire t'as des recours qui sont faits par la commune, qui sont rejetés, d'autres qui passent, etc. Donc maintenant c'est vrai qu'il faut vraiment quand même bien se renseigner sur les communes où on investit. Voilà, bon ça c'était la petite aparté. Donc la semaine dernière, sachant que c'est pas la semaine dernière, c'est encore la semaine d'avant. Ok, je sais pas, on est lundi, donc voilà, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc une réglementation instaurée par la communauté d'agglomération du Pays Basque a été suspendue. Le collectif Vivre et se loger au pays a appelé les habitants à manifester. Quelques 300 personnes ont manifesté mercredi soir, donc il y a 1 semaine et demie en gros, à Bayonne, pour dénoncer la suspension par la justice administrative d'une réglementation locale destinée à freiner l'expansion des meublés touristiques au Pays Basque, où les difficultés à se loger
entraîne des tensions. Réunis devant le siège de la communauté d'agglomération du Pays Basque à l'appel du collectif Vivre et se loger au pays, qui regroupe une trentaine d'organisations du monde associatif, syndical, culturel et politique, les manifestants ont distribué des autocollants Airbnb nous expulse pour dénoncer une décision qui n'a pas de sens. Une délégation de manifestants a ensuite été reçue par les élus pour réfléchir à une future réglementation afin de contre-attaquer de manière forte selon les organisateurs. Bon, ça, c'est leur life. Vendredi, une réglementation adoptée par la communauté d'agglomération du Pays Basque qui obligeait les propriétaires de meublés touristiques à produire en compensation dans la même ville et avec une surface équivalente un bien sur le marché locatif à l'année avait été suspendu par le tribunal de Pau. Donc en gros, il y avait t'avais l'obligation d'avoir une surface de compensation. Comme à Lyon, quoi, un petit peu. Comme à Lyon, comme à Paris, comme à Marseille, je crois qu'ils sont en train de le mettre en cours. À Lyon, je crois que c'est même pire. Je crois que c'est double. Ou à Paris, c'est double. Bref. Ouais. Et Airbnb. À Paris, il me semblait, mais je veux pas dire d'annerie, mais vas-y. Que c'était purement et simplement interdit. Si c'est ARP, tu peux louer tes 120 jours par an. Ouais. Et sinon, si c'est un local commercial, il y a encore des mecs qui arrivent à moyenner. C'est ça. En disant que c'est pas un hôtel, mais et sinon t'es en double surface. Non, il faut doubler en fait. T'as une double compensation et je crois que il faut qu'il y ait une des deux surfaces de compensation qui soit du local commercial. Donc en gros c'est mort. Okay. C'est mort dans le film. Ouais. Donc voilà. Mais comme quoi, Airbnb, tu vois, moi j'ai eu cette réflexion et on l'a même eu avec Maître Cos, tu vois. Je pense que ils pourront faire ce qu'ils veulent, peu importe la région. On n'arrivera pas à enlever, à faire sauter complètement ce moyen de location et encore moins la plateforme Airbnb. Et quand bien même, il faut bien prendre en compte en fait de tout ce qu'on enlèverait. C'est-à-dire que je vois pas comment on peut faire un retour en arrière. Je te parle pas de la législation et des problèmes à se loger des gens. Mais tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire tout le tourisme en fait. Alors bien sûr. Là surtout au Pays Basque, parce qu'au Pays Basque, au Pays Basque, en Corse, c'est quand même les champions. Mais tu vois, fracasser les touristes alors qu'en fait ils crèvent la dalle sans. Et je vais te dire, je voudrais bien savoir qui c'est qu'il y a derrière ces collectifs, si c'est vraiment des gens qui ont du mal à se loger ou si c'est des hôteliers déguisés, tu vois. Alors ça je sais pas, mais de toute façon, même. T'imagines, demain t'enlèves les Airbnb. Je dis pas de les réduire, peut-être que les réduire c'est la bonne solution, mais les enlever complètement, ça veut dire que t'as tout un écosystème derrière. Donc nous, à notre petite mesure, t'as l'écosystème de la blanchisserie, de la femme de ménage, des produits que t'achètes, les produits locaux pour les mettre dans les appartes, mais t'as aussi tous les restos, tous les gens qui vivent en fait du tourisme. Et c'est vrai que ça sera un débat sans fin parce que je pense que d'un côté ils n'arriveront jamais à enlever Airbnb. Si toutefois ils se mettaient à y arriver, en fait, je pense qu'il y aurait d'autres gens dans la rue. Tu vois, tout l'écosystème commercial. Enfin, tu vois, moi, ce qui me gêne aussi, c'est d'entraver la libre propriété à chaque fois. Tu vois, je dis pas qu'il faut que ce soit la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Gad Elmaleh, tu vois, mais il y a quand même un moment où tu payes des impôts chers. Tu achètes un bien, tu payes des frais de notaire. Derrière, tu vas payer une taxe d'habitation, une taxe foncière, si c'est pour louer. Tu vas payer les taxes ordures ménagères, tu payes les taxes dans tous les sens, tu payes les taxes sur des loyers, et t'as pas le droit d'en jouir comme tu veux. Alors, par contre, peut-être, je me fais l'avocat du diable, peut-être qu'il faudrait juste, quand je dis le réglementer, c'est essayer d'avoir une expansion qui soit moins importante, parce que là, tu vois, il y a eu une augmentation. Donc, dans le même article, augmentation de 130% entre 2016 et 2020. Donc, c'est vrai que c'est énorme, tu vois. Dans 24 communes de l'agglomération basque en zone tendue, plus de 16 000 meublés de touristes sont recensés actuellement, soit une augmentation de 130%. C'est vrai que. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que, tu vois, le marché, j'ai toujours cette vision-là, mais il se régule aussi de lui-même. Tu sais, je sais pas, si demain tout le monde se réveille et dit on va faire des Airbnb partout, il y aura pas assez de touristes pour mettre dedans et ça va s'arrêter. Et en fait,
il y aura des ajustements, tu vois, comme une sinusoïde, tu sais, où à un moment, si c'est trop, ça va revenir. Il y en a qui se casseront la figure, mais après, chaque fois qu'on met la main là-dedans, c'est des lois, des machins. Pour le coup, pour connaître un peu la région, tu vois, je pense qu'il y a quand même un autre truc derrière ça, et ils le mettent en fait. Quelques mots, mais ils le mettent parce que, tu vois, ils écrivent des inscriptions. Le Pays Basque n'est pas à vendre en langue basque. On fleurit depuis l'année passée sur donc les devantures d'agences, bref, à plein d'endroits différents. Et en fait, c'est le problème de la Corse et du Pays Basque. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à des schizophrènes. Ils ont besoin, en fait. Non, mais c'est vrai, hein. Mes cousins sont exactement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent du tourisme, ils ont besoin des touristes, mais par contre, ils leur crachent dessus parce que, ils leur crachent dessus. C'est imagé, hein. Calmons-nous. Mais, et ils voudraient, en fait, que le Pays Basque reste que à eux, qu'il n'y ait aucune, Ah non, mais t'as pas besoin de me faire un dessin. Tu vois, j'ai une maison dans le Var j'ai une maison dans le Var depuis 12 ans. Et tu pourras faire ce que tu veux. Tu peux te mettre à parler avec l'accent, même Mino, si tu veux. Tu vois, tu peux le faire. Tu seras jamais du Var. Tu feras ce que tu veux. Donc, je pense qu'en fait, Airbnb, c'est si tu veux, c'est comme ça. La petite mèche, tu vois, qui allume le truc. Mais je pense que c'est surtout qu'ils ne veulent pas avoir d'investisseurs, en fait, tout simplement. Ouais, tu vois, c'est plus profond. C'est la même chose. Ouais, que ça reste un peu chauvin, quoi. Voilà. Alors, tu veux qu'on fasse la petite, du coup, on peut, ouais. Tu vois, la transition était bonne, donc je me suis permis de continuer. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient sur ce podcast là, aujourd'hui, hier, bienvenue. Ça, c'est la première des choses. Le podcast, vous pouvez le retrouver absolument partout sur toutes les plateformes, donc Apple Podcast, Deezer, Spotify. J'ai dû en oublier. Et bien sûr, YouTube. Ouais, non, mais YouTube et Orange, comment ça s'appelle Apple Podcast, Google Addict, non? Comment c'est? Google Podcast. Vous pouvez le retrouver sur absolument toutes les plateformes. Donc, Tony et moi, nous nous sommes rencontrés en 2019, en octobre 2019, à travers Amstramgram. Nous avons créé ce podcast pendant le confinement. Juste après la sortie d'un séminaire, Donc, pendant le confinement 2020, on a créé ce podcast qui sort à 10h tous les vendredis. Voilà, on ne vous lâche pas. On a aussi donc un podcast privé que vous pouvez retrouver sur la plateforme Patreon. Donc, vous avez tous les liens si vous le souhaitez pour 7€ par mois. En fait, vous avez deux podcasts de plus. Celui-ci sort à 10h le mercredi. On a aussi chacun nos petites vies d'investisseurs, puisqu'on est indépendant, on vit pas du podcast, on vit de nos revenus immobiliers, locatifs, bourse, etc. Tony a écrit un livre avec son associé Ben, qui est aussi son cousin, sur la division foncière. Ils en ont créé une formation en ligne que vous pouvez retrouver dans la bio de Tony ou dans la description de la chaîne YouTube. Il y a aussi d'autres formations, donc notamment celle de Tony sur les ETF ou sur l'apprentissage en fait de la gestion financière. Moi, j'ai une formation sur la location courte durée et on a aussi un très gros programme qui s'appelle Global Invest où on a réuni en fait tous nos savoirs. Il y a aussi de la fiscalité sur ce programme. Donc voilà, ce programme c'est Global Invest et si tout va bien, milieu d'été, il devrait être réinscrit au CPF. Voilà, on fait aussi des événements, des séminaires, des masterminds. On essaye d'en faire 4 par an. Le prochain, en fait, ça va être un road trip moto pour la seconde fois. On l'avait fait en Corse l'année dernière et cette année, on va faire l'Auvergne-Cévennes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à donner de la force avec des likes et sur YouTube et à vous abonner. Mais aussi, parce que ça fait un petit moment, j'ai regardé pour une fois, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de commentaires sur Apple Podcast. Oui. On n'a pas eu d'étoiles là depuis un petit moment. Je crois que le dernier remonte à février. Et là, il fait beau. Ça va pas du tout là. Donc il faut faire quelque chose les petits gars. Bref, voilà. Ouais. J'ai encore une dernière actu. Yes. Mais là je balance. C'est même pas vraiment une actu quoi. C'est juste il faut qu'on en parle.
t'as pas d'idée? Non, attends, je crains le pire. Non, tu crains rien. Bon, ça va. On a pris une grosse craquée sur la crypto. Ah oui. Et donc, je me disais qu'il fallait un petit peu en parler. Un petit peu en parler. Donc, j'ai forcément trouvé des articles. Il n'y a pas de souci là pour quand ça pue, t'as tout le monde qui se jette là-dessus. Donc, le Bitcoin est passé sous les 18 000 $ samedi, donc avant-hier, descendant à son plus bas niveau depuis novembre 2020. J'ai lu l'article, il y a rien à en tirer. On nous dit pas ce qu'il faut faire ou pas faire. On nous dit juste en fait. C'est un article de chez qui? BFM. Toujours pareil. Bien entendu. Alors, je te laisse finir, mais j'en parlais parce que j'ai vu dans mes suggestions YouTube un tout petit morceau d'émission BFM et c'était incroyable. Mais d'accord. Donc après on donnera notre avis, mais donc très simplement, alors que la semaine dernière avait été agitée, ça c'est une réalité, le Bitcoin avait jusqu'à présent maintenu le cap au-dessus de 20 000 $. Mais ce week-end, le Bitcoin est largement passé sous cette barre symbolique aux yeux des investisseurs et des particuliers. Plus précisément, samedi soir vers 22h50. Le Bitcoin a atteint son point le plus bas depuis novembre 2020 en s'échangeant autour de 17 750 $, perdant ainsi plus de 74% de sa valeur depuis le plus haut historique à 69 000 $ en novembre dernier. La crypto-monnaie a ensuite remonté la pente le dimanche en fin de matinée, s'échangeant à un peu plus de 19 293 $ avant de repasser au-dessus des 20 000 $ en début de soirée. Mais la crypto-monnaie reste toujours très volatile. Ce lundi, là, aujourd'hui, à 9h45, le Bitcoin s'échange de nouveau en dessous des 20 000 $ à 19 990 $ exactement. En l'espace d'une semaine, le Bitcoin a perdu plus de 20% de sa valeur et sa capitalisation s'élève à 280 milliards de dollars contre un peu plus de 1000 milliards de capitalisation en novembre dernier. Voilà. Et ils nous disent que l'Ether, par contre, résiste un peu plus. Voilà. Je voulais avoir ton avis. Alors, pas ton avis sur est-ce que c'est bien 22h50 qu'il a chuté, ça on s'en fout. Mais comment tu le vis, comment tu le gères? Alors, je vais te dire la vérité. Alors, je te fais juste le coup de BFM. C'est une émission de Apolline. Je crois que c'est Apolline de Malherbe, à l'époque où j'avais encore une radio que j'écoutais dans ma bagnole. Elle était sur Europe 1, je crois, cette femme. Et elle recevait un des mecs du plateau, tu vois, qui avait parlé de crypto et qui avait dit que c'était important d'investir dans la crypto et tout. Et elle lui faisait, alors, vous en êtes content de votre crypto? C'est n'importe quoi. Vous nous avez dit d'investir là-dedans, ça coupe par 4. Et tu vois, c'était vraiment à charge et en plus sur un ton même pas d'humour, mais pas du tout un ton journalistique, tu vois. Et le mec, en fait, il allait essayer d'expliquer tout ce qu'on explique à chaque fois, que la volatilité, elle était pas synonyme de risque et blablabla, et il se faisait défoncer. En fait, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui est de bête, en fait, qui a pas du tout envie d'écouter, tu vois. C'est exactement comme quand tu essayes de convaincre quelqu'un, tu vois, on dit quand tu essayes de jouer aux échecs avec un pigeon, tu vois, au bout d'un moment, il va monter sur le plateau, il va défoncer tous les pions, puis il va chier dessus, tu vois. Quand t'as pas d'argument, tu fais n'importe quoi, en fait, tu n'écoutes rien. Et ben voilà. Et c'était exactement la même chose. Alors maintenant, si tu veux savoir comment je le vis au quotidien, voilà, moi je suis full investi, c'est-à-dire que je suis un holder confirmé, donc hold gardé, j'achète et je garde. Donc mon portefeuille, il est investi, j'ai pas d'USDT, moi il est investi. Donc bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement, blablabla. Ne copiez pas la répartition de Tonton Mindset, blablabla. J'ai pas la science infuse. Mais j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, j'ai du BNB majoritairement, et après en petite proportion, j'ai pas mal d'autres cryptos, mais j'ai peut-être 8 lignes en tout. Et donc j'ai pris plein fer, hein, donc ça a coupé depuis les plus hauts, mon portefeuille il a dû couper par plus de 3. Mais moi je m'en fous parce que je continue d'acheter et j'achète en DCA tous les mois. Et donc mon but c'est d'avoir un nombre de Bitcoin, en tout cas Bitcoin ou Ether, qui augmente. Et la valeur en fiat, eh ben moi je fais du long terme, j'essaye de pas la regarder. Je dis pas que ça m'a fait plaisir de prendre une pète, mais j'arrive vraiment à me détacher de ça. Et là où je dézoome encore plus, et pour revenir sur la nana, la Pauline de BFM qui dit ça a coupé, t'en es content de ton placement? Moi j'ai commencé d'investir dans le Bitcoin en 2017 et mon premier Bitcoin je l'ai acheté à $3 000. Donc aujourd'hui, même à $18 000,
2017 pour aller à 2022, ça fait 5 ans. Je suis encore à x6 sur mon premier achat. Donc, trouvez-moi beaucoup de placements qui font, quand ils se sont cassés la gueule, x6 en 5 ans. Alors, c'est là où revenez sur terre. Voilà. Alors, parce que tu l'as acheté à ce moment-là et tout. Hein, on est bien d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, c'est ce qu'on essaye de prôner dans ces podcasts, c'est la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils achètent pas. Ils sont terrorisés, ils vendent, ils font n'importe quoi, il y a du sang dans la rue, c'est l'enfer. Ils vendent, le Bitcoin va se casser la figure. Tu vois, j'ai même vu un article de Binance où il disait on est prêt à avoir un Bitcoin qui finit à 0. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, peut-être, j'y crois pas. Mais en tout cas, ben voilà, moi je rachète tous les mois en DCA sur ces actifs-là et je suis persuadé que il remontera et bien sûr quand il remontera ça sera une évidence pour tout le monde comme ça s'est passé au premier bear market. Moi j'ai vécu le premier bear market de début 2018, on est monté jusqu'à 19 000 $, on est redescendu à 3 000. Donc c'est pareil, on avait coupé par 6, divisé par 6. Là on a divisé par 4. Donc pour moi c'est encore là on est encore en train de chanter On n'a pas encore coupé par 6. Par 6 on sera à moins de 10 000. Enfin on sera à 10 11 000. Donc, on peut encore aller chercher ces niveaux-là. Mais voilà. Et je me souviens aussi de ce qui s'est passé en 2018. C'était la fin des cryptos, c'était l'hiver nucléaire. Les mecs se foutaient de la gueule de Asher en disant qu'il avait mis tout son argent dans un truc qui valait rien du tout. Ben moi, pendant ce temps-là, j'achetais tous les mois comme un bon petit soldat. Et j'étais content d'avoir accumulé sur ces niveaux-là. Et là, ben, ça revient à 15 000 $. Tout le monde se plaignait quand l'Ether était à 4 000 et soyez pas comme 95% des gens qui vont commencer à racheter de l'Ether quand il va remonter au-dessus de 4 000 € ou 4 000 $. C'est les affaires, elles se font maintenant. On achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Quand le Bitcoin il va remonter à 65 000 $, ce sera pas le moment d'en acheter, ce sera le moment d'en vendre. Et là, c'est le moment d'en acheter. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Mais ouais, non, mais c'est bon. Ah, voilà, j'étais chaud là, mec. Je vais pas. Enfin. Tu vois, je vais pas faire un copier-coller. Tu le vis comment, toi? Comment tu l'as vécu? Alors moi, je le vis pas. Je le vis pas bien. Enfin, en fait, non. Comment? En fait, je suis pas content de la situation. Tu vois, je suis bien plus content en fait quand tout est au vert et qu'on est en train de taper la lune, etc. Tu vois, ça te met dans un mood qui est un peu plus rigolo. Maintenant. Je le vis bien, tu vois, c'est pareil pour les ETF. C'est-à-dire, en fait, ça me change rien, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Ça me change rien à ma vie. Donc, en fait, je le vis pas bien ou moins bien, voilà. Par contre, moi, j'ai donc toujours mon DCA, aussi bien sur les ETF, parce qu'au final, on pourrait même le corréler. Enfin, on pourrait faire exactement la même chose, parler des ETF de la même manière, parce que ça a pris quand même une bonne petite craquée. Moins violente, bien évidemment. Donc, je garde mon DCA en crypto et en ETF. Par contre, hier matin, quand je me suis levé, on s'est même envoyé un message, je crois, à 7h15, j'ai remis un billet de 2000. Ah oui, on en a parlé. Entre l'Ether et le BTC, j'ai remis un billet de 2000. Donc, en plus de mon DCA, quand je pense, et je peux me tromper, quand je pense en fait que c'est le moment, et voilà, je remets un billet. Et c'est ce que j'ai fait et au final je pense que j'ai bien fait. Après un Bitcoin à 0 peut-être, je suis comme toi, j'y crois pas. Par contre, ce qui est pratiquement certain, c'est que sur un horizon vraiment lointain, ça pètera. C'est une évidence. C'est-à-dire que on dit souvent à nos coachés, mais on est un peu entre le moment où le Minitel s'arrêtait et Internet débarquait, quoi. Et effectivement, il y a eu des couacs au lancement d'Internet, il y a eu des couacs. On a parlé du bug de l'an 2000. Il y a eu tellement de choses de folie. Et aujourd'hui, en fait, Internet, c'est dans nos vies. Et le mec qui est encore avec son Minitel, en fait, il est complètement bloqué. Et je pense en fait qu'on peut vraiment avoir la même image. La crypto fera partie de nos vies, c'est une certitude. Maintenant, il y a des rebondissements, il y a des couacs, il y a des pètes, ça descend, ça monte. Voilà, on sait que c'est très très volatile, c'est de la haute voltige. Bon, c'est tout. Mais aujourd'hui, il y a tellement de monde qui est rentré dedans, des institutionnels, des sociétés de placement. Il n'y aura pas de retour en arrière.
Non, ça fait partie du. Après, on peut se tromper. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois que c'est pas des conseils d'investissement. Ici, c'est deux potes qui vous partagent leurs convictions. C'est rien de plus. Donc, vous en faites ce que vous en voulez. Mais tu veux que je te dise, en vrai de vrai, je pense qu'on peut pas se tromper. En vrai de vrai, on peut se tromper sur du court et moyen terme. Oui. Par contre, sur du long terme, on peut pas se tromper. Mais c'est ça. Et après, je suis d'accord. Et après, par contre, je veux juste déculpabiliser à la limite les gens qui ont peur. Parce que je vous dis pas que aujourd'hui, c'est facile. Enfin, comment dire, ça fait plus de 12 ans, même plus que ça, 14 ans que j'investis en ETF. Tu te rends compte, 2008, ça nous rajeunit pas. Et ça fait 5 ans que j'investis en crypto. Donc, je dis pas que je suis un vieux briscard et que j'ai tout vu. Mais ce qui se passe là, tu vois, les Apolline de Malherbe qui prennent les mecs de haut en disant t'en es content de ton placement. Ceux-là, c'est nos pires ennemis, en fait. Parce que c'est très difficile de maintenir son DCA quand ça va mal, de rester collé à sa stratégie et de se dire ils ont tort, je sais que la richesse elle se construit sur le long terme et tous les mois j'investis comme un robot en pensant au futur parce que tu vas avoir plein de mecs qui vont te dire ah ton Bitcoin t'en es content, tu le disais à tout le monde et ça s'est cassé la figure et ça fait rager et on peut se dire mais en fait si la personne avait raison et si j'étais en train d'acheter un truc à 15 000 $ aujourd'hui qui vaudra 1 500 $ demain et que ça dure pendant 10 ans, c'est un risque. Ben, il est très très faible. Il y a peut-être plus de chances que cet actif-là, il reparte un jour assez plus haut et pourquoi pas les dépasser et aller chercher encore plus haut. Et bien sûr, c'est du long terme mais je veux dire, le vous de dans 5 ans, il remerciera le vous d'aujourd'hui d'avoir fait ces choix-là. Et bien sûr que si tu as 35 ans, tu te dis putain 40 ans c'est dans longtemps, ou si tu as 40 ans comme moi, tu te dis quand j'aurai 50 piges, je serai un vieux con, j'ai le temps, c'est dans longtemps. Tu vois, aujourd'hui, je sors du CrossFit avec un de mes potes du CrossFit qui a 50 ans, et il est pas vieux du tout, il est pas périmé du tout, et je me dis putain, si je charbonne pendant 10 ans, que j'investis en ETF, en DCA et en crypto, quand j'aurai son âge là, à 50 piges dans 10 ans, mais mes placements boursiers crypto, ils auront fait x2, x3. Mais je me vais me mettre vraiment bien. Et quand je vois comment il est à 50 ans, t'as encore des belles années devant toi, mais à fond, quoi. Donc, ça vaut le coup. Et le mec, le Tony de Tonton Mindset à 50 piges remerciera Tonton Mindset de 40 de pas avoir lâché dans ces moments-là et d'avoir continué, à mon avis. Ah, j'étais en forme, là. Hein. Ouais. Non, mais c'est très bien. Je tiens le crachoir, là, j'arrête pas. Non, c'est impeccable. Non, franchement, c'est très bien. Donc voilà, pour la partie crypto. Et vraiment, je pense que tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez faire de même pour la partie ETF, quoi. Oui. Il faut vous calmer. Enfin, faut vous calmer. C'est facile à dire, mais. Et ça fait partie du jeu. Et on peut même vous dire qu'il y a de fortes chances qu'on enfin, moi, je pense réellement qu'on va prendre une craquée, oui. pas forcément monumentale, mais on va prendre une craquée sur l'immobilier. Et c'est pas pour ça qu'on va vendre tout l'immobilier. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment, en fait, se dire, ok, comment, avec de l'immobilier, avec mon immobilier, comment je réagirai? Et ben, en fait, tu vas pas vendre là, tu vois, si t'as ton voisin qui dit oh putain l'immobilier ça chute, tu vas pas courir dans une agence pour vendre un immeuble ou un appart. Tu vas faire le dos rond, tu vas attendre. Bon bah là c'est pareil. Si ta maison elle vaut 200 000 € et que t'as 200 000 € de crédit et que tu l'as acheté juste au prix et que demain le prix de l'immobilier chute de 25% et si tu la mets en vente sur le bon coin elle partira à 150, tu vas pas te précipiter pour vendre ta maison à 150 000 balles. Tu vas peut-être par contre regarder ton voisin qui lui va flipper ou la vendre, ou ton voisin qui déménage et qui n'a pas le choix parce qu'il divorce et qu'il est obligé de la vendre à ce moment-là et qu'il la lâche à 150 000, bah c'est peut-être sa maison qu'il faut acheter. Et quand elle va remonter au prix, tu auras gagné 50. Et c'est sûr. Et je voulais dire, j'avais un dernier truc à dire, mais je crois que je crois que j'ai oublié. Ouais, je crois bien. On parlait passer sur autre chose et si. Non, mais en gros, voilà. Je voulais juste dire que c'est normal d'avoir peur. C'est vraiment normal, mais qu'il faut arriver à dompter ça parce que c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est ça. Si c'était facile d'acheter quand c'est bas et de vendre quand c'est haut, tout le monde serait riche. Hein. Et si c'était facile de timer un point bas, tout le monde serait riche aussi. C'est pour ça, c'était ça que je voulais dire. Voilà. Le point bas du Bitcoin, là, on est à 18 000 $. Peut-être que ça va être 15 000, peut-être ça va être 10 000.
peut-être 11 000, peut-être 8 000, j'en sais rien du tout. Peut-être ça va revenir au niveau de 2017 quand j'en ai acheté à $3 000. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que j'arriverai jamais à le choper. Donc, si je me dis que ça peut encore durer 6 mois en bas, je vais regarder ce que je peux me permettre de mettre dans la crypto. Je vais couper par 6 et je vais mettre ce montant-là tous les mois. Et j'aurais peut-être pas chopé le plus bas, mais j'aurais chopé une moyenne du bas. Et c'est déjà pas mal parce que franchement, si un jour il remonte à 65 000, qu'est-ce que t'en as à faire de l'avoir acheté à 10 000, 15 000 ou 20 000 ? C'est un bon prix, quoi qu'il en soit, pour un Bitcoin qui remonterait à son plus haut. On est d'accord. Et puis, au final, j'allais dire c'est une chance. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais contrairement à de l'immobilier, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si l'immobilier chute, vous n'allez pas courir en agence et dire il faut que je vende. Bizarrement, là, vous allez faire le dos rond et attendre. Par contre, vous instinctivement, vous allez vous dire c'est peut-être le bon moment d'acheter. Ce qui paraît très logique. En tout cas, tous les gens qui nous écoutent, normalement, vont réagir comme ça. Et avec de l'immobilier, c'est quand même plus compliqué d'acheter. C'est-à-dire que tu as un délai qui est beaucoup plus long, il faut trouver le bien, il faut passer à la banque, etc., etc. En bourse et en crypto, on a vraiment cette chance. C'est-à-dire que en 2 clics, vous pouvez acheter. Donc, garder le positif en fait de la bourse et de la crypto, c'est-à-dire de pouvoir acheter facilement avec même des petites sommes sur un chiotte en fait, pour être très clair, parce que moi c'est vraiment le moment où j'achète le plus. C'est ça. Non mais c'est des choses qui arrivent, on va pas se mentir. Et par contre, garder le mental que vous auriez en immobilier lors des baisses en fait. Voilà, essayer de faire un mélange des deux, quoi. Garder vraiment le point positif de la crypto et de la bourse et le point positif en fait de l'IMO, c'est-à-dire je sais que je vais pas vendre en direct et je vais faire le dos rond. Voilà. Et rappelez-vous des intérêts composés et de la puissance. La crypto, moi même au plus bas, c'est un x6 en 5 ans. Et les ETF, depuis que j'investis, c'est des x2 tous les 8 ans. Donc c'est compliqué de trouver des placements aujourd'hui. Alors j'allais dire, en tout cas pour les qui soient aussi sûrs. Pour les ETF peut-être, et pour la crypto, on commence à avoir un peu de recul maintenant, même si on n'en a pas des masses. Mais on sait très bien que c'est cyclique. Et voilà, peut-être qu'il y aura pas de nouveau cycle, mais peut-être que ça sera exactement comme avant aussi. Exactement. Alors, pour le coup, on va pas prendre de questions sur le podcast d'aujourd'hui, parce que sinon, on va être trop à la bourre. Donc, ça attendra le podcast prochain. Par contre, on a reçu un mail hier de Florian. Donc, Flo, il va savoir, il va se reconnaître, qui voulait nuancer nos propos du podcast précédent. Donc, il met bonjour à tous les deux. C'est très intéressant. Oui. Bonjour à tous les deux. Je vous écris aujourd'hui pour vous remercier de tout ce que vous faites. Donc, vous changez le quotidien. J'ai toujours du mal, moi, avec ça. Mais bon, bref. Vous changez le quotidien à court et à long terme. Il vaut mieux qu'on s'en rende pas trop compte, peut-être. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup, Florian. Donc, concernant le sujet du crédit, je voudrais nuancer et apporter un autre point de vue. Je viens de recevoir une offre de crédit, donc le 16 juin, donc c'est là, pour notre dernier bien à 1,45 sur 25 ans. Ça, moi, ça m'a estomaqué, mais je le crois. Ouais. Pour une ERP. Et nous avons un dossier pas terrible dû à un endettement de plus de 1,2 million et un immeuble acheté fin mars qui ne rentre pas encore de revenus plus différés. Là, comme ça, déjà, je dis bravo. Enfin, bravo pour ce qu'il a fait et bravo pour réussir à choper encore des financements. Enfin, bravo. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le salut, donc pour obtenir des prêts, que le salut se trouve dans la fidélité et dans la confiance avec ses partenaires bancaires. Et après, continuez à faire ce que vous faites. Bon courage à vous deux. Merci Flo. Merci beaucoup. Vas-y, toi. Moi, j'ai un truc, mais... Alors, j'allais juste te dire, ça fait plaisir des messages un peu, tu vois, feel good comme ça. Positif. Qui font du bien, c'est positif. Et je trouve ça bien parce qu'il y a certains groupes Facebook, pour ne pas les citer, où c'est le sport national de t'expliquer que de toute façon on te financera pas, de toute façon faut garder ton CDI jusqu'à ce que tu sois dans la tombe, que l'entrepreneuriat c'est fait pour une personne sur 15 millions, que les banques elles te prêteront plus, que sans apport t'es foutu, que de toute façon t'auras jamais le temps et que au pire l'immobilier tu pourras pas en vivre et ainsi de suite et bla 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 bla.
Nous, déjà, on est la preuve que non, et on est comme l'irréductible village gaulois, là, on prône en tout cas la liberté, l'entrepreneuriat et voilà, et vivre ses rêves, vivre ses passions, et voilà, vivre une belle vie à travers ce qu'on fait. Et quand je vois un message comme ça me fait plaisir, parce que je me dis, voilà, il y en a qui démontrent que c'est possible, et endetté à plus d'1,2 million, un immeuble acheté fin mars, encore en différé, et là tu chopes du 1,45% sur 25 ans pour la RP. Et donc il dit pas s'il a mis de l'apport, on connaît pas ses revenus, mais voilà, et ben on n'est pas les seuls qui arrivons encore à emprunter. Et d'ailleurs, tiens, j'ai signé encore 270 000 euros vendredi soir pour faire construire une maison. Une maison. D'accord. Donc là, c'est un achat qu'on va garder. 200 000 euros, que je dis pas de bêtises, 195 en crédit amortissable à 1,45 sur 20 ans. Donc tu vois, il a chopé mieux que moi là. Bon, c'est pour de l'ARP, mais il a mieux que moi. Et 70 000 euros en crédit in fine sur 7 ans. Voilà, on est un peu plus. Là, on est à 1,95, je crois. Crédit in fine, vas-y pour ceux qui suivent oui, pas. Alors c'est un crédit où on me prête 70 000 euros, mais je les rembourse pas. Je paye que des intérêts tous les 3 mois et je le rembourse d'un seul coup au bout de 7 ans. Donc voilà. Ça demande de faire une contre-garantie, donc j'ai contre-garantie 70 000 euros sur un compte titre et que je vais pouvoir investir en ETF. Donc mon argent va travailler en même temps et ça me permettra d'avoir une mensualité tous les mois de crédit qui sera voilà un petit peu inférieur au loyer pour être en cash flow à 0. Et avec l'argent qui travaille à côté, c'est pour un bien, je précise, très patrimonial, avec une plus-value latente de 70 000 euros. Voilà. Et c'est une construction. Bonne transition. Ça se pratique en fait énormément avec des biens patrimoniaux. Et c'est pour ça que c'est souvent, même conseillé, en tout cas mis en avant par les gens qui vous vendent des SCPI. En fait, ce type de financement est souvent proposé sur des SCPI. Putain, par contre, je bug là aujourd'hui. C'est bientôt fini. Parce Moi que aussi, justement, je suis cramé. Parce que justement, c'est patrimonial. Donc voilà. Maintenant. Ce que dit Flo est, je pense, vrai, c'est-à-dire que la fidélité paye, sauf que, ou moi, à mon tour, je veux nuancer ce qu'il dit, c'est qu'il y a un moment, je ne parle plus de l'encours, je parle du risque. Il y a un moment où même en étant extrêmement fidèle, je dis fidèle même commercialement, c'est-à-dire en jouant le jeu avec les assurances, etc., en se faisant claquer des trucs dans votre établissement bancaire, il y a un moment en fait où la banque prend trop de risques sur votre tête. En fait, ils prennent trop de risques à avoir trop de financement sur une société ou sur une tête, et du coup, d'eux-mêmes, moi c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Ils vont vous demander, et en général ça se passe là, ça se passe à 1 million, 1,5 million. Ils vont en fait vous demander d'aller voir ailleurs pour diluer un petit peu le risque qu'il y a sur votre tête, et pour après par contre revenir. C'est très bizarre, mais ça se pratique beaucoup, et enfin moi ça a été le cas, et effectivement je me disais ouais, ils sont en train de me dégager en fait gentiment, mais ils sont en train de me dire va te faire foutre, et pas du tout, puisque là, si on y retourne, on peut être refinançable. C'est une pratique à avoir en tête. Mais tu sais, alors ça m'amène deux choses que tu dis qui sont super intéressantes. C'est que effectivement, je pense que la fidélité elle est très importante. Et nous aujourd'hui, on travaille avec le Crédit Mutuel, et je peux les citer parce qu'ils sont vraiment géniaux et ils nous suivent sur tous nos projets. Et franchement, c'est trop bien et c'est agréable. Alors bien sûr, il y a des garanties en face. Plus ça va, plus tu es obligé de mettre un petit bout de caution perso, ou un petit bout de nantissement. D'accord. Ou un petit bout d'apport, parce qu'il faut donner le change. Tu peux aussi, si tu as des biens qui commencent à être remboursés, ou des biens voilà, où la valeur est là, tu fais un avis de valeur et t'as plus que la moitié du crédit à rembourser. Tu reprends une hypothèque sur la totalité, ça refait de la garantie pour la banque et elle est contente. Mais par contre, comme tu dis, pour nuancer, la banque va chercher à s'en protéger au bout d'un moment en te disant de couper le risque parce que l'encours va être trop grand. Et c'est aussi important pour toi. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te raconter une histoire de vieux briscard. Mais à l'époque où j'avais ma boîte de travaux publics, en 2010, j'ai vu une entreprise de promotion immobilière. Donc, ils faisaient des lotissements et en plus, ils construisaient les maisons, si tu veux. Okay. Donc, il y avait des sommes énormes à porter. Et j'ai fait des lotissements de plus de 60 lots avec eux. Donc, imagine-toi, 60 terrains plus 60 baraques.
Et le propriétaire de l'entreprise avait donc l'entreprise en elle-même, il devait être quasiment une quinzaine, hein, entre tu vois les développeurs fonciers, puis les gars qui surveillaient les chantiers, comme un constructeur de maisons individuelles, mais sur leur propre terrain. Ils étaient une quinzaine et ils avaient à un moment 13 millions d'euros d'encours bancaires. Tu vois, pour les maisons et tout. Énorme. Et le banquier est parti en retraite et ils ont mis un nouveau. Et quand le nouveau est arrivé et il a vu l'encours, il est allé sur tous les chantiers, il a vu l'état d'avancement. Et je te dis pas qu'il y avait pas, enfin, tu sais ce que c'est que de développer une entreprise, c'est-à-dire, t'as encaissé l'argent des fondations, t'es déjà en train de le mettre dans un autre projet en apport pour ci, pour ça. Toi, tu sais que ça passe parce que tu connais ton truc. Mais en fait, le banquier, il prend les comptes, il voit qu'il n'y a pas de thune dessus parce qu'elle est déjà toute réinvestie dans 15 autres terrains. Et il voit que tu es en train de faire une boule de neige, tu vois, mais avec des crédits, avec de l'argent déjà encaissé, de maison. Et il se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Soit c'est un génie, soit c'est un fou. Sauf que là, le banquier, il a fait, c'est bon, on ferme tout. Il n'y a plus de nouveaux crédits tant que vous n'avez pas remboursé. Et le problème, c'est qu'il avait déjà mis des apports dans des terrains, il avait déjà mis des apports dans des nouvelles affaires, tu vois, pour déposer les permis, pour des choses comme ça. Et en coupant le robinet, il n'a pas pu sortir les nouveaux projets. Et je te jure, j'ai vu la boîte couler en une seule année. Une seule année, 1 an, ils ont fermé boutique. Parce que si tu veux, la croissance était essentiellement financée par le crédit. Tu enlèves le crédit, ils pouvaient plus se développer et ils avaient signé trop de trucs qu'ils pouvaient pas. Si tu as plus des crédits, ils avaient dû signer des machins sans condition de crédit. Ils ont pris des clauses pénales, tu vois, chez le notaire. Ça a fini de les enterrer. Plus les frais bancaires des opérations qui étaient quand même assez élevés. Et quand tu t'entends avec ton banquier, tu peux lui expliquer, il peut comprendre et tu peux discuter. Là, quand tu peux plus payer, bah, ils ont fini, ils ont tout récupéré aux enchères, au machin. Ils ont sabordé le truc. Et s'il avait eu 2 ou 3 banques, bah, peut-être que ça aurait été sur seulement un tiers de l'encours, tu vois. Et il aurait pu passer le truc. Toujours pareil. Toujours la même chanson au final. Diversifier, diluer, et voilà. Bon, et c'est ça. Et ben voilà, on n'a pas pris une question. J'avais 2 questions top, mais ça sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. On vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine pour ceux qui nous écoutent. Pour faire exploser ce podcast, parce que là je suis aux manettes, donc moi je vais vous le dire et vous le redire. Faites-nous exploser ce podcast. Malheureusement, l'algorithme en fait ne fonctionne pas en fonction du nombre de vues, en tout cas sur YouTube, mais fonctionne grâce aux commentaires et grâce aux abonnements et aux cloches et aux likes. Donc merci de mettre votre pouce à l'édifice, quoi. Voilà. C'est ça. Essayer de pousser dans tous les sens du terme. Pas mal. Voilà. On vous souhaite une très très bonne semaine. On vous dit toujours la même chose que d'habitude. Il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.